Le suspense pour les candidats au baccalauréat session de 2021. Admis, recalés ou au second tour, les premiers résultats sont disponibles depuis peu et comme d'habitude, la proclamation des résultats rime avec cris et larmes de joie mais aussi de tristesse. Ambiance au lycée Nelson Mandela dans un instant. Bitumage de la route nationale numéro 17, quel taux d'exécution 6 mois après le lancement des travaux? Nous serons sur le terrain et sur les pas du ministre en charge des infrastructures pour la réponse. Et puis intempérie dévastatrice en Europe, le bilan grimpe. Désormais, l'on dénomme une centaine de morts et de nombreux disparus. L'Allemagne reste le pays le plus endeuillé avec 80 morts. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Fin des travaux de la 22e Assemblée générale des établissements publics de l'État, des établissements qui ont produit des résultats satisfaisants en dépit de la nouvelle donne sanitaire liée au Covid-19. Recommandation a cependant été faite allant dans le sens de la bonne gouvernance. Roger Kam et Mouni Soubega. La 22e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État est satisfaite des performances de l'ensemble des EPE pour leur gestion au cours de l'exercice 2020. Elle leur donne quitus, mais les invite à rationaliser leurs dépenses de fonctionnement. Des difficultés de différents ordres se sont posées, d'ordre budgétaire et d'ordre de capacité donc même des administrateurs donc de ces établissements publics. Il y a également la nécessité aussi de revoir certaines tarifications qui datent pour certains de plus de 40 ans. L'ambition de ces établissements publics est de persévérer dans la mobilisation des recettes et chacun tire les leçons des recommandations adoptées. Ce que nous retenons de cette assemblée, c'est que nous devons travailler davantage au recouvrement, et travailler à offrir un service de qualité à nos bénéficiaires. Le citoyen se porte très bien. L'accompagnement budgétaire qui est attendu de l'État au niveau du citoyen afin de réaliser des investissements structurants comme notamment le siège qui est en prévision pour les éditions de citoyens, comme notamment aussi l'acquisition d'équipements qui pourraient lui permettre d'avoir une imprimerie performante. Et il a été dit notamment qu'il faut fonctionner avec ce qu'on a. C'est vrai que la RTB, comme beaucoup de pays, n'ont pas de ressources à la hauteur des attentes et des besoins, mais il a été demandé aux premiers responsables de faire avec les moyens de bord, avec ce que nous avons. Et donc c'est beaucoup plus de rigueur, on va dire, et regarder quelles sont les dépenses prioritaires. Nous espérons, suite à l'Assemblée générale des EPE et aussi au regard des recommandations et des propositions, des solutions qui nous sont faites, nous espérons vraiment redynamiser nos actions sur le terrain. La qualité des services, la performance des finances, c'est ce que le chef du gouvernement attend de ces EPE les années à venir. L'impératif de la bonne gouvernance de nos établissements publics, indispensable à l'accroissement du bien-être des usagers des services publics, commande de mener au sein de chaque département ministériel une réflexion sur les difficultés récurrentes. En tant que premier responsable chargé du pilotage des établissements publics de l'État au quotidien, je vous exhorte à poursuivre et à renforcer les concertations et le dialogue au sein de vos structures afin d'améliorer sans cesse le climat social, source de motivation du personnel et facteur important à l'accroissement de la productivité et des performances. Pour cette 22e session de l'Assemblée générale des EPE, 112 établissements publics de l'État et 18 fonds nationaux ont présenté leur rapport financier. Une Assemblée générale tenue sous le thème « La qualité des services rendus aux usagers, enjeux, mesures et perspectives ». Et pour la 23e session, l'Assemblée générale a convenu de sa tenue en juillet 2023. Admis, recalés ou au second tour, les candidats au baccalauréat session de 2021 sont situés sur leur sort depuis quelques heures. Une de nos équipes a assisté à la proclamation des résultats au lycée Nelson Mandela et comme il fallait s'y attendre, il y avait des cris, des larmes de joie et de tristesse. L'ambiance avec Vincent Kendribiogou. Au centre de composition du lycée Nelson Mandela, rien, pas même la pluie, ne peut empêcher ces candidats de suivre la proclamation des résultats du premier tour du baccalauréat. À l'appel des noms,
c'est des cris et des sauts de joie. Pour certains, le retour à la maison se précipite pour annoncer la bonne nouvelle. Au départ, nous avions pour ce jury-là 278 inscrits. Alors, il y a eu 7 absents, donc 271 présents. Et sur les 271, nous avons enregistré 76 admis. Et 53 vont au second tour. Donc, le taux d'admissibilité ici, je crois qu'il est de 28, autour de 28%. Alors, on dira résultat mitigé, parce que c'est quand même le taux, on peut dire qu'il est assez faible. Donc on attend le second tour pour espérer l'améliorer. Pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom, c'est la consternation. Certains s'effondrent, abattus et battus par la pluie. Des filles comme des garçons, consolés par les camarades ou un parent. Bonne chance à ceux qui sont au second tour. Direction l'Est et sur les pas du ministre en charge des infrastructures. Éric Bougouma était ce 13 juillet sur la nationale 17 Guiba-Garango. Du constat, il ressort un retard dans l'exécution des travaux de bitumage de la route longue de 72 km. Le film de la visite avec Aimé Douamba et Bernard Diasso. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement vient constater l'état d'avancement des travaux de construction et de bitumage de la route nationale 17, Guiba-Garango, et la réalisation des travaux connexes. Des travaux attribués à l'entreprise Sorubat et après 18 mois sur les 24 mois de délai, ce sont entre autres 14 km de linéaires couverts en matériaux de couche de base, des travaux de drainage avec la construction des dallos et des travaux de construction de ponts sur le fleuve Nakambe, qui sont en cours ou déjà exécutés. À date, nous pouvons vous indiquer que le taux d'avancement est estimé à 27,33% pour un délai consommé de 73,33%. En termes de difficultés rencontrées, il faut mentionner que depuis l'avènement du coronavirus, pratiquement à la date de mars-avril 2020, donc cette pandémie a eu pour conséquence une incidence sur l'amener du personnel et l'amener du matériel de l'entreprise. Au cours de cette sortie terrain, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a visité les installations de l'entreprise, les centrales de concassage et d'enrobé, et a saisi l'occasion pour instruire la mission de contrôle, l'entreprise et également les collaborateurs de son département de procéder à une évaluation du tronçon Garango-Tenkodogo. Au total donc, la route Guiba-Garango avance bien. Nous pensons aussi que l'entreprise a mobilisé le matériel et le personnel appropriés et nous pensons enfin que malgré l'important retard qui est constaté, ces travaux pourront s'achever convenablement très bientôt. Très probablement en 2022. Le ministre Éric Bougouma a par ailleurs ajouté que l'inspection des chantiers se fera régulièrement afin que les travaux se déroulent conformément aux prescriptions techniques et aux délais. Une visite des travaux de voirie dans la ville de Tenkodogo a mis fin à la sortie terrain du ministre des Infrastructures et du Désenclavement. Cap sur la ville de Sia où se sont tenues les 9e journées postales, des journées voulues par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour échanger sur les défis de l'heure dans le secteur. Et l'édition de 2021 était à la recherche de stratégies d'adaptation du secteur postal face à la pandémie du Covid-19. Elle a également permis de questionner la contribution du secteur dans la lutte contre la pandémie. Les échos avec Kassoum Milogo et Ismaël Satuné Paris. Pour la 9e fois, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP réunit ses acteurs autour des journées postales. Des journées d'échange et de partage autour du thème « Le secteur postal face à la crise de la Covid-19, stratégie d'adaptation et contribution à la lutte ». Une thématique qui interpelle les acteurs à s'adapter et à réinventer le secteur postal afin qu'il apporte à l'économie nationale des solutions de développement innovantes. C'est une plateforme en fait pour échanger sur les activités postales, faire le bilan de l'année
et donc naturellement voir comment ensemble renforcer davantage les activités postales. Les acteurs postaux restent quand même des acteurs majeurs. C'est important de se retrouver pour se féliciter pour ce qui est bien fait et aussi donc présenter donc l'ensemble des attentes et des préoccupations afin que ces derniers puissent donc fournir les services au grand bonheur des populations. L'initiative de ces journées postales répond à un double impératif: renforcer les capacités des personnels des sociétés et favoriser la collaboration avec les structures étatiques chargées de veiller au développement des postes. Ce que nous apprécions beaucoup encore, c'est la diversité des acteurs qu'il y a pour aller sur l'ensemble du territoire. Parce qu'il faut les reconnaître, il y a un certain type d'acteurs postaux qui sont les transporteurs qui nous permettent en tout cas de faire ce désenclavement postal, si vous me permettez ces termes, et c'est à féliciter. Il y a matière à travailler encore plus et je crois que c'est dans ce cadre-là que ces échanges trouvent leur intérêt et permettent que les gens partagent des pratiques, des bonnes pratiques, que les gens échangent sur leurs expériences afin qu'effectivement il y ait encore plus d'activités, il y ait encore plus de rendement. Pendant ces 3 jours de travaux, le président de l'ARCEP invite les participants à poser toutes les questions et doléances afin que le secteur des postes soit plus rentable à l'économie burkinabé. Au département en charge de l'économie numérique des postes et de la transformation digitale, l'heure était ce 15 juillet à la revue des projets et programmes pour le compte du 4e trimestre de l'année 2020 et le premier de 2021. Des motifs de satisfaction sont notés malgré le Covid-19. Les regards sont tournés vers les défis qui ont entre autres pour nom l'amélioration de la qualité du réseau informatique, nous confie Amadou Ilboudo et Olopoda. Le bilan de ces projets et programmes du dernier trimestre de 2020 et du premier trimestre de 2021. Et en termes de résultats, on note déjà une satisfaction au niveau de la mise en œuvre du projet fibre optique avec la pose de 2001 km. La fibre optique, il s'agit du projet Backbone qui est construit par l'État parce que vous savez que les opérateurs, selon leur stratégie, eux-mêmes déploient leur fibre optique. Mais le gouvernement a entrepris de construire 2001 km de fibre optique pour le backbone. Et à la date d'aujourd'hui, je pense que nous avons atteint cet objectif-là. On a atteint les 2001 km de fibre optique posés. Et ce qui est en train d'être fait, c'est non pas seulement la construction, de mettre cela en exploitation, donc en recrutant quelqu'un qui va, un opérateur d'exploitation. Et cette opération est en bonne voie. Donc c'est pour vous dire qu'en plus des efforts des opérateurs, le gouvernement a fait un effort majeur qui ne va pas s'arrêter aux réalisations d'aujourd'hui, mais qui va continuer pour que le pays soit dans l'ensemble maillé sur tous les territoires. Cette revue intervient dans le contexte de formulation d'un nouveau référentiel de développement des services de communication électronique de qualité. Une dynamique de développement qui devrait favoriser l'accélération de la mise en exploitation de la fibre optique. Question de consolider les acquis du Plan national de développement économique et social, PNDS. Étaient également en conclave les acteurs du projet Grand Ouaga, un projet intercommunal d'un coût de 4 milliards de francs CFA et qui vise à faire des 8 communes frontalières un espace de développement harmonieux avec un regard particulier sur l'autonomisation socio-économique des femmes. Issa Kafando et Ahadi Sandamba. Soutenir la croissance économique urbaine dans un environnement écologique résilient et promouvoir une gouvernance métropolitaine durable sur le territoire de Grand Ouaga, voilà lancé le tout premier comité de pilotage du tout premier projet intercommunal. Un projet qui concerne les 8 communes du Grand Ouaga, à savoir Ouagadougou, Lumbila, Samba, Koubri, Komsilga, Tanguenda, Souri, Konki, Pala et Pabri. Ce projet va nous permettre d'abord d'aménager une ceinture verte sur 100 hectares, donner de l'emploi à 4000 femmes, voilà, et 4000 femmes dans le domaine de l'agriculture urbaine, 1900 femmes dans le domaine de l'artisanat à travers le Faso d'Anfani. Et le projet va permettre aussi de développer un territoire à travers des outils modernes de gestion de la ville, afin que Ouagadougou ait une vision de ce qu'elle doit être en 2050. Financé par l'Union européenne et la mairie de Ouagadougou, la mise en œuvre du projet s'est faite entre autres avec l'accompagnement de la métropole de Lyon, la mairie du district de Mamako et l'ONU Habitat. On a beaucoup d'expérience au niveau international et on voit bien qu'en fait,
les zones métropolitaines, c'est une question de solidarité entre les communes. Ça réduit les inégalités et en plus, ça crée une vision qui est clairement plus forte si c'est qu'une ville ou si c'est vraiment en fait les communes tout autour. On va pouvoir faire une analyse affinée de chaque commune pour voir quel est le potentiel économique à soutenir. Le deuxième volet, nous allons voir comment, au niveau de la communauté de communes, nous pouvons mettre une structure de gestion et de planification en place. Le projet d'appui à la croissance économique urbaine et à la gouvernance métropolitaine de Grand Ouaga vise un développement harmonieux du territoire. Le délai d'exécution du projet est de 36 mois. Ils sont chargés d'appliquer la loi et invitent leurs effets d'être plus regardants sur les questions de droits humains, surtout à ceux des jeunes. Il s'agit des forces de défense et de sécurité. Des gendarmes et des policiers de la région du Sahel étaient le 14 juillet dernier à l'école des droits humains. Précision avec Suleiman Kwanda et Lazare Sanou. Ils sont policiers et gendarmes venus des provinces du Soum, de l'Oudalan et du Séno à renforcer leurs capacités en matière de protection des droits humains, mais surtout sur leur responsabilité à protéger les jeunes filles et garçons, consolidateurs de paix et défenseurs des droits de la personne. Ils sortiront de ces sessions bien outillés, bien enfermés, leurs connaissances renforcées pour qu'ils puissent jouer leur rôle de protecteur sur le terrain en toute connaissance de cause, en détenant les outils et les techniques nécessaires pour mener cette mission. Ces responsables chargés de l'application de la loi ont le devoir de promouvoir la justice ici au Sahel, où la sécurité est de plus en plus une préoccupation. Les personnes qui sont chargées d'appliquer la loi soient aussi aux côtés de ces jeunes-là pour les accompagner, pour les soutenir, pour faire en sorte que nous puissions obtenir les meilleurs résultats de cette mission-là, si je peux l'appeler ainsi. Vous le savez tous, hein, la situation sécuritaire dont on parle tant et qui est dégradée dans nos contrées, dans nos régions ici, est aussi le résultat du fait que parfois la justice n'a pas été rendue aux hommes. Au total, ils seront 150 responsables issus des forces de sécurité à voir leurs capacités renforcées pour la promotion et la protection des droits humains dans 3 régions que sont le Nord, l'Est et le Sahel. Fitini Show 2021, le top de départ, c'est pour le 25 juillet prochain. En prélude, l'encadrement technique des tout-petits s'approprie le thème de la présente édition. Un thème qui invite à réinventer un monde meilleur pour chaque enfant. Betty Pied-Naon et Karim Sissi. 2021 se tiendra sous le thème « Réinventons un monde meilleur pour chaque enfant ». C'est donc dire que les prestations vont s'inspirer de ce thème principal. Et pour permettre aux différentes troupes en compétition de produire des sketchs et des slams de qualité, l'association Denis Demer outille leurs encadreurs. Et nous pensons que pour réinventer un monde meilleur pour chaque enfant, il faut que des problématiques telles que la lutte contre le VIH-Sida, des problématiques telles que l'égalité filles-garçons, des problématiques telles que la gestion hygiénique des menstrues peuvent apporter un meilleur devenir aux enfants, des meilleures conditions d'épanouissement aux enfants. L'UNICEF est l'un des partenaires de Denis Demer pour la tenue de la 22e édition de Fitini Show. Un partenaire qui a jugé nécessaire d'apporter son concours dans le bon déroulement de cette formation. Il y a près de 2 filles sur 3 qui abandonnent l'école du fait de la mauvaise gestion des menstrues parce qu'elles n'ont pas reçu d'éducation en la matière et tout cela. C'est important pour nous d'inculquer aux jeunes, aussi bien les filles qu'aux garçons, que ce sont des faits de la vie et ce sont des réalités qui sont intégrées et que les garçons doivent accompagner leurs sœurs, accompagner leurs amis. Rendez-vous est pris à partir du 25 juin 2021 pour le lancement officiel de Fitini Show. Durant toute la compétition, le public devrait donc assister à des slams et des sketchs de haut niveau. Hors de nos frontières, les intempéries continuent d'endeuiller l'Europe. On dénombre désormais une centaine de morts et des dizaines de disparus. L'Allemagne reste le pays le plus touché avec 80 morts signalés.
Le bilan des intempéries qui touchent l'Europe ne cesse de grimper et c'est surtout l'Allemagne qui est endeuillée. Au moins 81 morts recensés ce vendredi matin. Mais il y a encore de nombreux disparus, des personnes dont on est sans nouvelles. Peut-être est-ce parce que les liaisons téléphoniques sont coupées, c'est ce que veulent croire certains. Mais les autorités préviennent que le nombre des victimes risque bien d'augmenter. Depuis Washington, où elle se trouvait ce jeudi, la chancelière a fait part de sa consternation. Mes pensées vont vers ceux qui ont perdu la vie et à leurs proches, et de saluer le travail des pompiers engagés pour porter assistance aux sinistrés. Près d'1 millier de soldats ont également été mobilisés pour porter main forte aux pompiers. Ces intempéries et les inondations qu'elles provoquent ont aussi fait des victimes en Belgique, au moins 11 morts. Des milliers de personnes ont dû être évacuées, notamment dans la ville de Liège, où la Meuse a atteint un niveau très inquiétant. J'ai plus rien, parce que moi j'habitais en bas. Alors en bas, quand tu revois, tout est mort. C'est un peu dur parce que j'avais l'oiseau de ma maman, j'ai dû ouvrir la cage pour qu'il puisse s'enfuir. Et mes 3 chats qui sont là-haut. Aux Pays-Bas, le couple royal s'est rendu dans une zone sinistrée pour témoigner son soutien aux victimes et aux secouristes. Le Luxembourg, le nord et l'est de la France ont aussi enregistré des pluies diluviennes ces dernières heures et ces derniers jours, avec des risques de crues et d'inondations. Enfin, l'Italie n'est pas épargnée non plus. C'est le nord du pays qui est le plus touché. Ici comme ailleurs en Europe, les fortes précipitations ont entraîné d'importants dégâts matériels. Un coup d'œil sur les quotidiens dans leur dernière parution de la semaine pour finir ce journal. Entre autres sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite, les 100 jours du président nigérien Mohamed Bazoum, le report de l'élection du président de la CENI, mais aussi la sortie médiatique de l'opposition non affiliée. La lecture croisée de Boukari Ouedraogo. Par son absence à l'élection du président et du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, nous rapporte l'observateur Palga. Les 5 représentants de l'opposition ont suivi le mot d'ordre de Edi Komboigo qui ne désarme pas face à la situation, poursuit le journal. L'opposition met donc à exécution sa menace, quand bien même elle soit tutoyée par l'opposition non affiliée qui affirme dans le quotidien qu'elle ne se reconnaîtra pas dans la validation d'une commission électorale nationale indépendante irrégulièrement formée. L'opposition non affiliée est donc claire dans l'Express du Faso où elle rejette la désignation unilatérale des commissaires représentant l'opposition par le CEFOP. Une chose est sûre, un nouveau report des élections s'impose, précise Sidouaya, ce qui attise le courroux de Simon Compaoré, président du mouvement du peuple pour le progrès, qui martèle en ces termes dans le journal Le Pays. Face à la capacité de nuisance de l'opposition, nous allons développer une capacité plus importante. Face à cette situation qui prend des proportions, l'Express du Faso soutient que les Burkinabés n'ont pas besoin d'une crise politique. Au Niger, le compteur s'est bloqué sur le chiffre 100 qui représente les 100 jours de Mohamed Bazoum à la magistrature suprême du pays. Au bilan, Bazoum soutient dans Aujourd'hui au Faso que le Niger se défend bien face au défi du terrorisme. Il va plus loin dans le journal Observateur Palga en affirmant que son pays a contenu le phénomène et qu'il a un bien meilleur rapport de force aujourd'hui qu'il y a 3 mois. Voilà pour le point de l'actualité en français de la mi-journée. Les journaux en langue nationale, c'est dans quelques instants. Merci de votre fidélité à nos programmes.